Bonjour, dans cette leçon, nous allons voir comment le ressaut va nous permettre de raccorder des lignes d'eau issues de régimes différents, qui peuvent a priori paraître incompatibles, comme un axe M3 et un axe M2 par exemple. Nous découvrirons également le ressaut noyé, un cas limite de ressaut, qui aura une influence particulière sur l'écoulement. Nous commencerons par aborder le raccord des lignes d'eau et apprendrons à déterminer la position du ressaut. Nous terminerons par l'étude du ressaut noyé, qui est un cas limite du ressaut hydraulique simple. Dans une leçon précédente, nous avons vu un exemple de calcul d'axe hydraulique M3. C'est typiquement un exemple d'axe hydraulique de longueur limitée, puisqu'il se termine sur la profondeur critique. Si cette ligne d'eau de type M3 doit se raccorder à un niveau aval supérieur à la profondeur critique, il en résulte une sorte de conflit, puisque la ligne d'eau amont supercritique ne peut se voir imposer un niveau aval subcritique. Le moyen de résoudre ce conflit, et donc de franchir la profondeur critique, sera le passage par un ressaut hydraulique qui permet justement, comme nous l'avons vu précédemment, le passage entre un écoulement supercritique et un écoulement subcritique. Ce ressaut permettra donc de relier entre elles la ligne d'eau M3 supercritique, issue de l'amont, et la ligne d'eau M2 subcritique, issue de l'aval. L'enjeu principal sera dès lors la détermination de la position du ressaut. Pour déterminer la position du ressaut, nous allons utiliser les notions d'impulsion totale et de profondeur conjuguée. Pour rappel, au droit d'un ressaut, l'impulsion totale F est conservée et permet de lier les profondeurs conjuguées H1 inférieure à HC et H2 supérieure à HC. Le pied du ressaut est sur l'axe M3. L'axe M3 représente donc le lieu des profondeurs H1 possibles, toutes inférieures à HC. Si, pour chaque point de l'axe M3, on calcule la profondeur H2 conjuguée, on peut construire un pseudo-axe qu'on appellera l'axe conjugué M3', qui est le lieu des emplacements possibles pour la tête du ressaut. L'endroit où l'axe M3' croise l'axe d'aval M2 détermine la position du ressaut. En effet, l'impulsion totale au point X est égale à l'impulsion totale au point Y, et les profondeurs Hx et Hy sont donc conjuguées. Si on se souvient qu'un ressaut a en réalité une longueur non nulle, on peut ajuster sa position en décalant l'axe conjugué M3' de la distance lambda, qui est la longueur du ressaut, pour tracer un nouvel axe conjugué qu'on appellera M3 secondes. Le ressaut se dessine donc finalement entre les points X et Z, ce qui nous permet de dessiner la ligne d'eau finale. Remarquons cependant que le plus souvent, on se contentera de négliger la longueur du ressaut, souvent petite par rapport aux autres dimensions du problème, si bien que généralement ce ressaut apparaît conventionnellement comme un mur vertical. Voyons tout cela sur un exemple en section rectangulaire. Soit la situation de départ résumée dans le cadre bleu. Les étapes à suivre sont les suivantes. D'abord, le calcul du débit, en appliquant la formule de Torricelli. Considérons que la vanne est bien profilée, le coefficient de débit C vaut donc 1. Cela nous permet de trouver le débit, qui vaut un peu plus de 400 m3 par seconde, et que nous approximerons à 400 m3 par seconde dans les calculs qui suivent. Étape suivante, le calcul des profondeurs uniformes et critiques, qui valent respectivement 5,418 m et 3,442 m. Comme HU est supérieur à HC, nous sommes en faible pente de fond et nous aurons affaire à des axes de type M. Un axe M3 partira de la vanne de fond et un axe M2 pourra être tracé à partir de H aval. Nous pouvons ensuite tracer l'axe conjugué et trouver la position du ressaut. Afin que vous puissiez vous entraîner, voici un tableau reprenant les valeurs de l'axe M3 calculé à partir de la vanne avec une profondeur initiale de 1 m,
l'axe M3' dont les valeurs sont les profondeurs conjuguées aux profondeurs de l'axe M3, et l'axe M2 calculé comme il se doit pour un axe d'aval à partir de h aval qui vaut 3,6 mètres. En représentant graphiquement les solutions calculées, nous pouvons situer le ressaut à l'endroit où l'axe M3' en rouge pointillé croise l'axe M2 en bleu. Nous allons donc calculer plus précisément la position de l'intersection des lignes d'eau en calculant l'intersection des deux segments de droite. Les points délimitant les segments de droite qui comprennent l'intersection recherchée sont mis en évidence sur le graphique. Ils sont repris ici et vont nous permettre de calculer la position du ressaut, qui sera donc simplement l'intersection des deux segments de droite AB et CD. L'intersection recherchée se situe à 749 mètres de la vanne. À partir de l'exemple précédent, nous avons vu comment déterminer la position d'un ressaut hydraulique. Mais que se passe-t-il si le ressaut remonte tellement loin vers l'amont qu'il vient noyer l'écoulement sous la vanne? C'est la situation que nous allons explorer maintenant. Reprenons notre cas d'axe M3 et M2 liés par un ressaut. Si la profondeur h aval augmente, le ressaut se déplace vers l'amont, se rapprochant ainsi de plus en plus de la vanne. Remarquons au passage que le niveau aval étant tellement élevé, c'est un axe M1 et non plus un axe M2 qui démarre depuis l'aval, puisque h aval est maintenant supérieur à HU. En augmentant encore h aval, on arrive à la situation où l'axe d'aval M1 ici ne croise plus l'axe conjugué M3'. On dit dans ce cas que l'écoulement au droit de la vanne est noyé, ce qui conduit à l'apparition d'un ressaut noyé. Vous voyez ici à quoi ressemble un ressaut noyé. Il présente un jet de fond issu de l'écoulement sous la vanne et il est surmonté d'un matelas d'eau de profondeur HM dans lequel on peut observer des recirculations de l'écoulement, mais où la vitesse longitudinale est nulle, du moins en moyenne. Le film illustre bien cela. La balle qui flotte au droit du ressaut noyé, dans le matelas d'eau, n'est pas emportée par l'écoulement. Malgré l'aspect très turbulent de l'écoulement, la vitesse longitudinale est donc bien nulle en moyenne dans le matelas d'eau. Considérons un ressaut sur fond horizontal, ce qui est le cas le plus fréquent en pratique. Les caractéristiques principales du ressaut noyé sont le matelas d'eau de profondeur HM, l'ouverture de la vanne HV et la profondeur H2 à l'aval du ressaut noyé. On doit également tenir compte de la profondeur H0 présente initialement dans le réservoir. Pour écrire l'équation du ressaut noyé, nous allons schématiser la situation comme illustrée ici. Comme pour le ressaut simple, nous allons utiliser l'équation de quantité de mouvement. Pour les forces de pression, il faudra considérer toute la profondeur du matelas d'eau à l'amont et pas seulement la portion qui s'écoule sous la vanne. On a donc l'expression indiquée ici pour les forces de pression, où Zg représente la profondeur du centre de gravité de la section en dessous du niveau d'eau. Pour la variation de quantité de mouvement, par contre, il ne faut considérer à l'amont que l'écoulement sous la vanne, de profondeur HV. En combinant les expressions des forces et de la variation de quantité de mouvement, nous obtenons l'équation finale du ressaut noyé. Et comme dans le cas du ressaut simple, nous pouvons réorganiser les termes pour écrire une équation qui ressemble à celle de l'égalité de l'impulsion totale, mais avec une correction. Il faut ajouter à l'impulsion totale FV, donc l'impulsion totale au droit de la vanne, la différence de moment statique entre la section du matelas d'eau et la section au droit de la vanne, pour obtenir, dans le membre de droite, F2. Si nous voulons généraliser l'équation au cas où la pente de fond n'est plus horizontale, il faut distinguer Hg, défini perpendiculairement au fond, et Zg, défini verticalement. Zg est égal à Hg multiplié par racine de 1 moins S0 au carré, ce qui mène à l'expression encadrée en rouge que nous allons analyser au moyen du graphique de l'impulsion totale. Le diagramme d'impulsion totale permet d'illustrer cette équation.
Deux solutions sont possibles a priori, mais comme H2 ne peut être plus petit que HV, on peut observer que H2 est comme auparavant supérieur à la profondeur critique. C'est donc bien un axe d'aval ou subcritique qui suit le ressaut noyé. Examinons maintenant plus en détail l'influence du matelas d'eau sur l'écoulement. Commençons par l'influence du matelas d'eau sur le débit. Si on regarde la formule de Torricelli qui permet de calculer le débit, on voit que si la profondeur du matelas d'eau HM augmente, le débit diminue. Un écoulement noyé est donc bien moins efficace qu'un écoulement dénoyé en termes de débit. Voyons ensuite quelle influence a le matelas d'eau sur la profondeur H2. Pour une profondeur HM donnée, le diagramme d'impulsion totale se présente comme illustré ici en bleu. Si la profondeur HM du matelas d'eau augmente, nous avons vu que le débit diminuait. La courbe d'impulsion totale change et devient la courbe rouge. L'impulsion totale FV au droit de la vanne diminue donc, puisque HV, lui, reste constant. Par contre, on peut montrer que l'augmentation du moment statique au droit du matelas d'eau induit une augmentation de F2 et donc une augmentation de la profondeur conjuguée H2. On voit que H2 rouge est plus grand que H2 bleu. Nous avons abordé plusieurs notions assez complexes que nous pouvons résumer comme suit. Tout d'abord, le ressaut est une variation brusque de la ligne d'eau qui permet le raccord d'axe hydraulique a priori incompatible. Il se calcule au moyen de l'équation d'impulsion totale qui permet de définir la profondeur conjuguée et de déterminer la position d'un ressaut. Ensuite, si le ressaut est noyé, nous avons la présence d'un matelas d'eau qui va avoir une influence sur le débit et sur la profondeur conjuguée. Nous voilà donc au terme de cette leçon. Je vous invite maintenant à bien revoir les concepts et équations avant d'aborder la suite du cours où vous apprendrez à combiner tout cela dans différentes configurations de lignes d'eau. Bon travail!